Longtemps, nous nous sommes fait cette promesse qu'il n'y aurait plus de conflits armés en Europe, qu'il n'y aurait plus de blindés, avions, militaires franchissant une frontière, qu'il n'y aurait plus de villages assiégés, bombardés, occupés, qu'il n'y aurait plus de civils torturés, tués, déportés. Et pourtant, nous l'avons brisé à la première occasion venue. Une première fois en ex-Yougoslavie, il y a maintenant 30 ans. Et aujourd'hui, cette promesse a de nouveau été pulvérisée par les chars russes. Nous avons une fois de plus replongé notre continent dans ses vices du passé, pensant naïvement nous en être définitivement débarrassés. Et à seulement 3 heures de vol depuis Paris, se déroule un conflit armé d'une brutalité incommensurable, dont nous ignorons encore ce jour son issue et ses conséquences. Nous savons en revanche déjà que des civils en sortiront, quel qu'en soit le résultat, détruits. Et c'est un tel destin que va connaître un habitant de la ville de Kherson, Vitaly Serdiuk. Depuis le début de l'invasion russe, ce retraité de 65 ans demeure le seul habitant de son quartier. Sa femme et ses 2 premiers enfants ont été envoyés en Le Sur, en Pologne. Son dernier fils parti défendre à sa mère patrie. Et malgré les sirènes d'alarme de plus en plus récurrentes, les vacarmes de l'artillerie russe et des canons DCA de plus en plus perceptibles, les rues voisines de plus en plus silencieuses, Vitaly n'en démord pas. Il reste. Il se rend quotidiennement dans la maison vide de son fils parti au front pour y veiller sur ses chats et ses chiens. Sa seule activité qui le rattache à l'ordinaire. Le 2 mars 2022, Kherson tombe. La ville est aux mains des forces russes. Et même si la nouvelle puissance occupante s'obstine à refuser de qualifier leur opération spéciale de conflit armé, la Convention de Genève numéro 4, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et le protocole additionnel numéro 1, n'en demeurent pas moins applicables, compte tenu du fait qu'un territoire est désormais occupé par une force étrangère et que les belligérants sont de surcroît partie contractante. L'article 2, paragraphe 2 de ces conventions stipule en effet que celle-ci s'appliquera dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. Au demeurant, la jurisprudence des cours pénales internationales est claire. L'existence ou non d'un conflit armé, respectivement l'application du droit international humanitaire, ne dépend pas des appréciations subjectives des parties au conflit, mais d'éléments objectifs révélateurs de l'intensité des combats et de l'organisation des groupes armés participants. Ces éléments étant réalisés dans le cas ukrainien. Par ailleurs, lorsque des forces armées d'un État déterminé contrôlent de fait une région étrangère, cette nation peut également être tenue de répondre de violations de la CEDH. La Fédération de Russie a ainsi dû, dans l'affaire Pizarri, répondre d'actes répréhensibles commis par leurs soldats dans une zone sous contrôle et commandement russe. Il est ainsi pour le moins évident que toute action commise par les forces d'occupation à Kherson est susceptible de faire l'objet d'un double contrôle juridictionnel, par la Cour européenne des droits de l'homme et par une Cour internationale. Et nous n'avons de cesse de le rappeler. Les conventions de Genève et ses protocoles additionnels, de même que la CEDH, demeurent des obligations contraignantes, y compris pour la Fédération de Russie, et constituent un socle intangible en matière de protection des civils, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Cela étant, l'existence de telles conventions protectrices n'a pas pour autant empêché l'occupant de commettre des actes de barbarie, ayant porté atteinte de manière abjecte à la dignité et à l'intégrité physique et psychique d'un sexagénaire. La vie de Vitaly Serdiuk bascule en effet le vendredi 27 août 2022. Ce jour-là, comme à son habitude, il se trouve au domicile de son fils pour y nourrir ses animaux de compagnie. À 13h, le bruit de bottes claque sur le pas de la porte. Ce n'est pas son fils, mais une dizaine de soldats russes qui encerclent la maison, prêts à accueillir leur proie.
Prise en tenaille, Vitali doit se résoudre à laisser entrer ses bourreaux. À peine la porte franchie, les militaires saccagent la demeure. Avant d'emmener Vitali loin du regard des hommes. On le force à s'asseoir. Le cauchemar débute. Injurié, frappé, humilié, avant d'être questionné sur son fils parti au front, dans le but d'obtenir des renseignements sur les positions ukrainiennes. Il s'excuse de ne pas avoir de nouvelles de son fils. S'il était en vie, blessé ou mort au combat, il ne le sait pas. Insatisfait, les soldats emmènent Vitali, menottes aux mains et sac sur la tête, dans un véhicule banalisé, sans lui signifier aucun motif d'arrestation, sans lui indiquer son lieu de détention et sans même qu'il puisse prendre contact avec sa famille. Totalement coupé du monde extérieur, Vitali se souviendra uniquement avoir été emmené au second étage d'un bâtiment lugubre où se trouvait sa cellule et cet autre détenu. Entre ces murs, il découvre et subit les règles d'usage de ces geôliers. Première règle, la destruction psychologique du détenu. Vitali et ses compagnons d'infortune doivent, à chaque passage d'un garde, incliner les yeux vers le bas et scander les louanges à la gloire de la puissance occupante et de ses dirigeants, sous peine de coups de bâton. Seconde règle, la destruction physique du détenu. Et Vitali l'expérimente le samedi 28 août 2022. Emmené dans une salle d'interrogatoire située au sous-sol, il essuie, dans un premier temps, une salve de coups de matraque, avant de procéder à ce qu'on appelle le test soviétique. Examen consistant à placer 2 électrodes sur les testicules et les tétons du prisonnier, puis de tourner de façon continue et accélérée une manivelle afin de produire du courant électrique. Rongé par les douleurs et sur le point de perdre connaissance, il est ramené dans sa cellule, comme du bétail, après une castration sans anesthésie. À l'extérieur, Yelena, sa femme, est bouleversée. Son mari n'a plus donné signe de vie depuis vendredi. Elle retourne à Kherson et se rend au quartier général de la police militaire russe, surnommé la Commandatur par ses habitants, pour obtenir des renseignements. A-t-il été arrêté? A-t-il été tué? Aucune réponse. Les autorités d'occupation prétendant tout ignorer. Et ce n'est que le mardi 30 août 2022 qu'elle retrouve son époux dans la rue, désorienté, meurtri, et son corps profondément marqué par les violences subies au cours de ces 3 jours de captivité. Le 11 novembre 2022, les forces russes se retirent. Kherson est libérée. Des scènes de liesse envahissent les quelques rues encore animées de la ville. Mais la joie et la naissance d'un nouvel espoir ne pourront hélas effacer les traumatismes vécus par Vitali Serdiuk qui resteront à jamais marqués dans son esprit et sur son corps comme une tache indélébile, la preuve de la barbarie des hommes. Et il faut aujourd'hui se tourner douloureusement vers l'avenir et rechercher, poursuivre et juger les auteurs de ces atrocités. Et suite au retrait des forces d'occupation russes, on ne dénote pas moins la violation de 10 dispositions conventionnelles sur le cas Vitali Serdiuk. Les articles 27, 31, 32, 33 dans la Convention de Genève numéro 4, 11 et 51 du protocole numéro 1 et 3 CEDH en raison des actes de torture et de traitements inhumains subis au cours de sa détention. L'article 5 CEDH en raison de l'absence de motifs sérieux justifiant son arrestation et d'un contrôle judiciaire de sa détention. L'article 49 de la Convention de Genève numéro 4 en raison de son transfert forcé et illégal dans un lieu de détention inconnu. Et l'article 8 CEDH en raison de l'impossibilité pour Vitali Serdiuk d'avoir pu du moins contacter son épouse afin qu'elle puisse lui rendre visite en détention. Mais nous le savons tous, seule la Cour pénale internationale, alternativement une Cour internationale ad hoc, est apte à poursuivre et juger des personnes physiques ayant commis de tels méfaits. Cela étant, de telles procédures ont pour l'heure peu de chances d'aboutir. La torture et les traitements inhumains constituent certes des crimes de guerre au sens de l'article 8 du statut de Rome. Cependant, la Fédération de Russie n'est pas partie à ce traité. Elle ne reconnaîtra ainsi ni la compétence de la Cour, ni aucune décision émanant de cette autorité. Pour ce qui est d'une Cour internationale ad hoc, sa création relève des pouvoirs du Conseil de sécurité de l'ONU.
Et en sa qualité de membre permanent, la Fédération de Russie ne manquera pas d'apposer son veto. Mais de tels crimes resteront donc-ils impunis? Seule l'histoire et la mémoire des hommes pourront y répondre. En revanche, des interrogations doivent nous traverser l'esprit en tant qu'Européens. Pouvions-nous éviter cela? Avons-nous une part de responsabilité? Et après avoir pris connaissance des sévices subis par Vitaly Serdiuk, je ne peux qu'exprimer ma colère. La constatation et la condamnation de toute atteinte aux droits humains sont bien évidemment essentielles. Mais il ne faut en revanche pas oublier qu'il faut aussi prévenir la survenance de telles atteintes. Et sur ce point, nous en avons été totalement incapables. Incapables d'instaurer un dialogue, incapables d'entendre et saisir les positions, incapables de pacifier. Et il m'est impossible de ne pas faire ici, en cet endroit symbolique, un parallèle avec un pays qui était autrefois le mien, la Yougoslavie. Un État symbole du multiculturalisme et de la coexistence pacifique d'une mosaïque de peuples, anéanti par un conflit des plus sanglants de la fin du XXe siècle. Et dès l'apparition des premières tensions, nous nous sommes abstenus, totalement inertes et tétanisés face à l'urgence de la situation. Et au cours du conflit, nous avons préféré nous embourber dans une logique de guerre, abandonnant tout désir immédiat d'une résolution pacifique. Mais qu'avons-nous récolté? Qu'avons-nous récolté? Le siège de Sarajevo, le plus long de l'histoire moderne, le massacre de Srebrenica, les colonnes de réfugiés à la frontière serbo-croate. Et aujourd'hui, je ne peux que constater que nous adoptons les mêmes réflexes qu'il y a 30 ans. Les canons parlent, les hommes se taisent. Et une telle posture nous a jusqu'à présent emmenés vers le siège et la destruction de Mariupol, le massacre de Boutcha, les colonnes de réfugiés à la frontière ukraino-polonaise. En d'autres termes, des vies humaines brisées et perdues à jamais. Pourtant, l'histoire de ce continent qui est le nôtre nous a sans cesse enseigné que c'est par le dialogue entre les nations, la confiance mutuelle et l'acceptation de notre riche diversité culturelle et religieuse que nous pouvons réconcilier et unir. Si nous ne sommes plus animés par de telles valeurs, nous ne pouvons alors que nous apitoyer sur le sort des populations civiles et demeurer des spectateurs de crimes perpétuels. Lina Kostenko, femme de lettres ukrainienne et pacifiste, disait au sujet de l'Europe: Европа має розуміти, що воїни протистояння є не тільки погідні цінності, але й портал до захів і приходь, що не мічуть свого початку. L'Europe doit comprendre que la confrontation militaire n'est pas seulement la destruction de ses valeurs, mais aussi un portail vers des horreurs et des aventures qui ne marquent pas de début. Alors, à défaut de ne pas avoir su garder notre promesse, sauvons-la. Agissons. Agissons pour mettre un terme à cette guerre folle et absurde. Agissons pour Vitaly Serdiuk. Agissons pour le peuple ukrainien, pour nos générations futures et pour l'Europe. Je vous remercie.